Le Concorde, machine extraordinaire et légende de l'aviation, appartient désormais au musée. On se souvient de lui pour ses performances extraordinaires, mais aussi pour le drame qui le frappa un jour à Gonesse. Aujourd'hui, nous revenons sur 3 histoires de vol à bord du Concorde, à la hauteur de ce magnifique oiseau blanc. Nous sommes le 2 mars 1969 par un froid après-midi sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Une foule de badauds, 600 journalistes du monde entier, mais aussi des employés de Sud Aviation et de British Aircraft Corporation sont là et regardent le Concorde 001, le tout premier exemplaire du Concorde, posé là sur le parking, immobile. Toutes les caméras sont braquées vers lui et les commentateurs racontent son histoire, dans un nombre de langues très variées. Le vol inaugural de cet oiseau exceptionnel aurait dû avoir lieu d'abord le 28 février, puis la veille, samedi 1er mars, mais la brume était trop épaisse. Ce dimanche, la brume est tout aussi épaisse, mais les météorologues et le pilote d'un Mirage d'escorte le confirment. La brume va se lever dans un peu de temps. Ce prototype de l'avion commercial le plus rapide du monde a demandé 4 ans de construction avant ce vol. Aux commandes, ce sera André Turca, pilote d'essai en chef du Concorde, avec quelques distinctions déjà à son actif à l'époque où il travaillait pour un autre constructeur, Nord Aviation. Avec lui sur ce vol, Jacques Guignard, le copilote, Michel Rétif, le mécanicien surnommé l'Encyclopédie, et Henri Perrier, l'ingénieur. Les 4 hommes prennent place à bord du Concorde à 14h, font les dernières vérifications et des premiers problèmes apparaissent à l'allumage du premier moteur, que Turca coupe immédiatement. Faux départ donc, un amplificateur a un souci. Les équipes au sol se pressent pour changer l'amplificateur, mais André Turca les freine. Il leur dit, d'un ton calme, je cite, « Prenez votre temps, faites ça correctement. » L'amplificateur du moteur 1 est changé, tout est bon. Ou pas. Cette fois, c'est un des 3 systèmes de conditionnement pour refroidir l'électronique qui lâche. On décide de continuer malgré tout, il en faut au moins un, donc Turca se dit que tant qu'il n'en perd pas un second, on peut continuer comme prévu. Finalement, le Concorde, qui n'était jusque-là qu'un rêve, devient réalité alors que les 4 gigantesques moteurs Olympus se mettent à rugir. Au même moment, sur la piste, les véhicules de sécurité effraient les oiseaux avec de fortes sirènes pour éviter toute collision au décollage. Un seul oiseau doit être le maître du ciel dans quelques minutes et il est entre les mains d'André Turca. L'émotion est indescriptible dans le public alors qu'à 15h36, il lâche les freins et s'élance sur la piste, ces milliers de personnes assistant alors au premier envol du Concorde. André Turca, lui, est calme, concentré, tandis qu'il élève le Concorde loin au-dessus du sol. Les trains sont laissés sortis, le nez baissé, car c'est un vol d'essai et on ne prend pas le risque que les trains ne puissent pas se redéployer à la fin du vol. Ce premier vol se déroule tout à fait parfaitement, même s'il est court. Il n'est pas question de faire un test supersonique pour le moment. Au bout de 29 minutes, alors que le deuxième système de conditionnement lâche, André Turca, qui à la base devait faire une remise des gaz, décide finalement d'atterrir. L'avion se pose gracieusement et déploie son parachute de freinage. André Turca entre dans l'histoire de l'aviation, et plus particulièrement dans l'histoire du Concorde. Il restera le pilote d'essai phare du programme, et ce sera notamment le pilote aux commandes lorsqu'en octobre 1969, le Concorde passera pour la première fois le mur du son. André Turca s'éteint en 2016 et reste le pilote le plus connu de cette machine exceptionnelle. Nous sommes 5 ans après le vol inaugural du Concorde. Nous sommes le 17 juin 1974 à Boston. Le Concorde 02, ou 102, s'aligne sur la piste et s'apprête à décoller en direction de Paris. Le 02, c'est un des 2 exemplaires de pré-série, c'est-à-dire qu'il est équipé comme le seront les exemplaires de vols commerciaux, mais lui, il ne fait que des tests.
Ce 02, il a subi le froid glacial de Fairbanks en Alaska, les chaleurs de Dakar, l'atmosphère humide de Rio, et en dehors des tests techniques, il est aussi une parfaite démonstration des capacités du Concorde pour de potentiels clients. Et ça, Air France va le pousser jusqu'au paroxysme, ce fameux 17 juin 1974. Il est 8h du matin, le soleil est déjà levé depuis un moment sur les pistes de l'aéroport international Logan, à Boston. Rappelez-vous, nous sommes avant l'ouverture des lignes régulières de Concorde entre l'Europe et les États-Unis. Il est donc très rare de voir l'oiseau blanc de ce côté de l'Atlantique. Malgré un temps nuageux, même brumeux, une foule est massée aux abords de l'aéroport pour voir décoller l'avion supersonique pour un vol exceptionnel. En effet, ce n'est pas seulement un vol qui va démarrer, c'est une course. Car de l'autre côté de l'Atlantique, à Roissy, un 747 d'Air France est lui aussi aligné sur la piste et va dans quelques instants s'élancer pour rejoindre Boston. Une question pourrait alors vous tarauder à ce moment-là, à savoir pourquoi diable Boston au lieu de l'emblématique New York ? Pour cela, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les Concorde n'ont pas encore fait de vols commerciaux, il n'y a pas encore de ligne Paris-New York ou Londres-New York, parce qu'aux États-Unis, les habitants du Queens, quartier new-yorkais proche de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, ils élèvent la voix face à cet avion qui représente pour eux une source de nuisances sonores inacceptable, sans parler des activistes écologistes qui pestent contre cet avion consommant à l'heure 12 fois plus qu'un avion classique. Autant dire que s'il ne prouve pas ses capacités, le Concorde n'aura pas sa ligne vers New York, celle-là même pour laquelle il a été conçu. Sans New York, le Concorde part donc de Boston, une ville située à seulement 600 km de New York, et elle aussi au bord de l'Atlantique. Autant dire que ça revient plus ou moins au même. Tout de suite, quand on regarde le 747 avec sa vitesse de croisière de 900 km/h et le Concorde qui avoisine une vitesse de croisière de 2150 km/h, on se dit que la course ne vaut pas tant d'efforts. Les maths donnent déjà le Concorde gagnant de la course. Sauf qu'Air France a une autre idée en tête. Il est 8h22 à Boston quand les roues du Concorde quittent la piste. Tandis que l'oiseau blanc entame son vol vers Roissy, justement à Roissy, le 747 d'Air France décolle à son tour vers Boston. Après avoir dépassé Cape Cod, le Concorde accélère vers sa vitesse de croisière supersonique, continuant de monter. À 2150 km/h, sa vitesse se stabilise et les quelques passagers, dont des journalistes, se relaxent avec quelques cocktails. À peine plus de 2 heures plus tard, le Concorde croise le Boeing 747 dans le ciel. Le 747 n'a parcouru que 1000 km depuis Paris. Au moment du croisement, le Concorde, lui, en a déjà parcouru 3800. Autrement dit, les carottes sont cuites, mais rien de surprenant. Comment pouvions-nous imaginer que le Boeing pouvait gagner ? Mais justement, c'est au moment de ce croisement que les choses deviennent intéressantes. Le Concorde entame sa descente sur Roissy et s'y pose à 16h32 heure locale, soit 3h10 après son décollage. Mais ce n'est pas fini, car il va refaire le plein et repartir dans le sens inverse, direction Boston. À Roissy-Charles de Gaulle, le plein et les vérifications de routine sont effectués sans problème en 50 minutes. Sauf que voilà, avant de partir, un passager manque à l'appel. On le cherchera pendant 18 minutes avant de finalement décoller et tenter de rejoindre Boston avant le 747. N'oublions pas que c'est une opération séduction, les passagers sont majoritairement des businessmen et des journalistes, ceux qu'on appellerait aujourd'hui des investisseurs et des influenceurs. Ce retard de 20 minutes est ce qui a pu sceller la défaite du Concorde sur ce défi. Le calcul est simple, si le Concorde met 3h10 à faire l'aller, 3h10 à faire le retour, plus 50 minutes de ravitaillement à Paris, ça fait environ 7h10 aller-retour. 7h30 si on compte le retard qui vient d'être fait à cause du passager. De son côté, un 747 fera la traversée en un peu plus de 7 heures. Autrement dit, le 747 pourrait bien atterrir à Boston avant que le Concorde n'ait pu faire l'aller-retour. Allez, c'est reparti. Le Concorde s'arrache de la piste de Roissy et met plein gaz vers Boston pour une nouvelle traversée de l'Atlantique. Le vol se passe tout aussi bien qu'à l'aller, et même mieux, puisqu'à l'approche des côtes américaines, le Concorde dépasse le 747. Le supersonique se pose à Boston à 15h50 heure locale. Le 747, lui, se pose 11 minutes plus tard. Au passage, vous remarquerez que le Concorde, lors de l'aller-retour, s'était posé à 16h32 à Paris et il arrive à Boston à 15h50. C'est la magie du supersonique et des fuseaux horaires. Après ce vol, Boeing répliqua argumentant que le 747 pouvait emporter plus de 300 passagers en vol et le Concorde donc 3 fois moins. Mais ce que voulaient prouver les VRP du Concorde, c'est sa possibilité de faire plus
plus de vols en une seule journée. Quoi qu'il en soit, à Boston, une foule de 100 000 personnes était massée devant l'Oiseau Blanc qui avait réussi un coup de maître. Cette foule causa des embouteillages monstres qui sont toujours parmi les plus importants de l'histoire de la ville. En parlant de record, c'est aussi durant cet aller-retour que le Concorde décrochera le record de la traversée aller-retour de l'Atlantique la plus rapide pour un avion civil, avec un total de 7 heures et 29 minutes du premier décollage à Boston au dernier atterrissage à Boston. 11 ans plus tard, en 1985, se tient le Live Aid, un concert de charité en faveur de l'Afrique réunissant les stars de l'époque comme Led Zeppelin, Paul McCartney, U2, les Beach Boys, David Bowie ou encore Queen. Le concert, retransmis dans le monde entier, se déroule dans deux principaux stades, le Wembley Stadium de Londres et le JFK Stadium de Philadelphie. Les deux concerts se déroulant simultanément, il est impensable de trouver un artiste jouant aux deux concerts en même temps. Et c'est là que la magie du Concorde entre en jeu. Phil Collins, après avoir entonné une série de ses plus grands tubes à Wembley, donc à Londres, et un petit duo avec Sting au passage, s'envole à bord d'un hélicoptère vers l'aéroport d'Heathrow, où l'attend un Concorde de British Airways à destination de New York. Durant le vol, il y croise par hasard la chanteuse Cher, qui n'était pas au courant de l'existence du Live Aid. Il lui explique qu'il revient du concert de Wembley et qu'un autre se joue à Philadelphie, et il l'invite à se joindre à lui. Une fois à New York, Phil Collins embarque à nouveau dans un hélicoptère pour rejoindre le stade JFK de Philadelphie. Une fois arrivé, il joue certains de ses morceaux, puis accompagne à la batterie Eric Clapton et les membres survivants de Led Zeppelin, dont le chanteur Robert Plant quasi aphone. Cher rejoindra la troupe pour chanter We Are the World en fin de concert. Je pourrais vous raconter des dizaines d'autres histoires autour de cet avion et des stars qui l'ont utilisé, et si vous en voulez d'autres, vous en trouverez à la pelle dans la description. J'espère que ces 3 histoires de vol sur le Concorde vous auront amusé, ému et transporté dans une époque où l'ambition aéronautique ne semblait plus avoir de limite. Je vous dis donc à très bientôt pour encore quelques vidéos sur ce Concorde.